de ce que j'ai dit jusqu'ici. Sauf que maintenant, ça va être une succession de choses à connaître qui vont nous permettre de clôturer, je l'espère, en beauté, cette session. C'est aussi une manière pour moi de vous remercier de votre assiduité, de votre présence et de l'intérêt que vous accordez au corpus que nous tentons d'éclairer à travers ce modeste projet qu'est l'école JLI, le chemin de la connaissance. Donc, la naissance de l'univers. La naissance de l'univers. Je vais parler de cela. Je vais commencer par un thème générique qui a pour titre le couronnement. Sous-entendu du roi, du pharaon, bien sûr. Et je vais lire ce texte qui n'est pas de moi, qui est de Grégory Lanners, qui a publié un article il y a quelques années qui porte précisément sur le calendrier égyptien. J'aborde aussi cette question parce que vous savez que nous approchons le nouvel an. Et il faut bien comprendre en fait de quoi nous parlons, hein, évidemment. Parce que le nouvel an, c'est aussi le début, le commencement de l'univers. Parce que notre système est cyclique. Il n'est pas linéaire. C'est important aussi de le comprendre. C'est pour ça qu'on dit il faut regarder aujourd'hui parce que nous vivons l'instantanéité du moment. C'est une faute grave. Parce que si vous comprenez comment l'univers fonctionne, vous allez comprendre que c'est la question des cycles. Et chaque instant, c'est une boucle perpétuelle. C'est-à-dire, l'atome fait la boucle et tout grandit dans ça. C'est-à-dire, la seconde redevient la seconde. Donc, à chaque fois, nous sommes renouvelés. À chaque fois, nous sommes renouvelés. Ce n'est qu'une question d'échelle. Plus on s'éloigne de l'atome originel, plus le cycle s'agrandit. Donc, on a l'impression que nous sommes dans une ligne en finalité parce que le temps d'une vie, au maximum, c'est 100 ans. Ce n'est rien en comparaison, évidemment, du cycle sidéral. Mais sachez que chaque jour est une création. C'est un don divin. Chaque fois que vous voyez le soleil se lever, c'est la création. Donc, vous pouvez partir à 0, partir à 9. C'est une remise à 9. D'accord? Et je parle du jour, je peux parler de l'heure, je peux parler de la minute, je peux parler de la seconde, je peux parler de la tierce. Chaque tierce, c'est un don divin. C'est un renouvellement, c'est un cycle. Parce que l'atome tourne à ce niveau-là. C'est à ce stade-là qu'elle se situe, et même moins que la tierce. Parce que la tierce, évidemment, c'est ce qu'on a pu percevoir dans le compte du temps. Mais le temps commence avec le mouvement atomique. Je pense que vous le savez. Avec yeri yeri. C'est là où le temps commence, puisqu'il va générer une courbe. Donc, un cycle. Donc, il faut bien comprendre que nous ne sommes pas dans un temps linéaire. Ceux qui méprisent leur histoire se méprisent eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas qu'en fait, ils sont leurs ancêtres. En fait, en réalité. Ceux qui disent que l'histoire n'est pas importante, il faut regarder aujourd'hui pour préparer demain, que le développement, vraiment, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'Égypte antique? Vraiment, non, ça leur donne des démangeaisons. Ils ne comprennent pas. Même le sens de l'histoire, le sens même de Dieu, la parole divine, ils ne savent pas ce que c'est. Ce sont en fait voilà, des gens qui sont parfaitement extérieurs aux choses sacrées. Donc, on ne peut pas... Enfin, je le dis comme ça, je ne sais pas à vous que je devrais le dire, je le sais, parce que j'imagine que c'est des choses que vous savez déjà. Mais c'est important quand même de le rappeler. Bon, en l'instauration du calendrier égyptien, notre Grégory Lanners, le jour de l'an, c'est-à-dire le premier jour de la saison d'inondation, correspondait au début de la crue annuelle du Nil. À l'instauration du calendrier égyptien, le jour de l'an, c'est-à-dire le premier jour de la saison d'inondation, correspondait au début de la crue annuelle du Nil, c'est-à-dire au commencement du monde. C'est ça, le nouvel an. Sauf qu'il y a une nuance que je vais introduire ici, vous allez comprendre. Cependant, cette dernière était basée sur un cycle de 365 jours et un quart, correspondant à une révolution complète de la Terre autour du Soleil et non de 365 jours. La crue se décalait chaque année à l'intérieur du calendrier d'un quart de jour, d'un jour tous les 4 ans et donc d'un mois tous les 120 ans. Ainsi, au bout d'un certain temps, la crue du Nil pouvait survenir en pérette, alors que cette saison devait normalement voir la germination des récoltes, ou en chémou, période durant laquelle on était censé moissonner. Mais, malgré ce décalage, ce n'est que tous les 1460 ans que la crue pouvait à nouveau coïncider avec le 1 Aket, c'est-à-dire le premier jour du mois de l'inondation. Le jour de l'an est toujours resté dans l'esprit des anciens Égyptiens comme le jour idéal de la crue du Nil. La crue du fleuve était parfois comparée à l'océan primordial, se renouvelant, image symbolique très forte de la recréation. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le nouvel an, c'est la recréation, c'est-à-dire le renouvellement du monde. La crue du fleuve était parfois comparée
à l'océan primordial se renouvelant, image symbolique très forte de la recréation, du renouvellement du monde, à l'image de l'importance de cette crue qui conditionnait les récoltes et faisait donc vivre les anciens Égyptiens. Et c'est grâce à cette symbolique du renouveau, restée associée au jour de l'an, que la date du 1 Aket, Aket c'est le temps de l'inondation, c'est la saison d'inondation, c'est-à-dire, on veut dire ici, le premier jour du mois de l'inondation, est dite favorable pour un couronnement sur les parois du temple de Der el-Bahari. C'est le temple qui a été bâti, vous le savez, par la reine Hatshepsut, qui a régné en Égypte, vous le savez, durant la 18e dynastie. Voilà. Donc, ce sur quoi je veux porter votre attention, c'est la coïncidence qui existe entre, évidemment, le nouvel an et le couronnement. Le couronnement, le nouvel an est la date idéale pour le couronnement, le moment du renouvellement du monde, parce qu'avec un nouveau roi commence une nouvelle ère. Voilà pourquoi le calendrier peut toujours être actualisé. Ça dépend du référent qu'on prend. Les musulmans choisissent l'Hégire, c'est-à-dire Mahomet, qui va donc porter la couronne à ce moment-là, entre guillemets. Voilà pourquoi il commence comme ça. Les chrétiens vont choisir Jésus. Voilà pourquoi on dit avant et après Jésus-Christ quand on est chrétien, tout au moins dans les perspectives occidentales, car Jésus, c'est le héros culturel du monde, de l'Europe occidentale. Et les Soudanais auront nécessairement d'autres référents parce qu'ils ont la couronne depuis qu'Osiris est mort. C'est ça. C'est-à-dire, nous célébrons bientôt le nouvel an et c'est une perspective qu'il faut avoir. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on va commencer aujourd'hui parce que notre civilisation a déjà un passif quand les autres n'en avaient pas. C'est-à-dire, la chrétienté a commencé, certes, avec un passif, mais un passif qu'elle a voulu gommer parce que ne répondant pas à son paradigme ni à ses canaux. C'est-à-dire, pourtant bien inspiré, bien évidemment, de la civilisation égyptienne, tout comme l'islam, qui est né, disons, dans l'espace arabe, qui est plutôt patriarcal. Donc, il ne pouvait pas coller absolument à ce que font les Soudanais, les subsahariens. Voilà pourquoi ils partent plus ou moins, on ne dira pas de zéro, mais pour eux, c'est de zéro. Parce qu'avant, ils n'avaient pas de civilisation, ils étaient simplement sous la tutelle des anciens Égyptiens qui ont dominé, vous le savez, le monde pendant des milliers et des milliers d'années. Et donc, il faut bien comprendre ces perspectives-là. Hein. C'est simplement pour remettre les choses à l'endroit, parce que souvent, on peut se dire, mais quand on dit avant et après Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus a existé. J'ai souvent entendu ça. C'est vraiment... bon, il faut vraiment... Bon, ce n'est pas ça. Hein. Je veux dire ça pour être simple. Non, il faut bien comprendre que tout est une question des référents. Quand on compte comme ça veut dire qu'on efface l'existence de nos ancêtres, ce qui n'est pas possible puisque nous sommes dans un cycle. Vous comprenez que ça veut dire qu'on s'efface soi-même. Ce n'est pas possible. OK? Donc, vaut mieux avoir un référent le plus ancien possible. Et ce que nous avons comme trouvé en réalité, c'est le référent égyptien, puisque le calendrier égyptien est connu, attesté et puis référencé, etc. Donc, on peut se servir de ces calendriers pour statuer sur le calendrier kémite d'une certaine façon. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Et je poursuis en disant ceci. C'est donc le jour de l'an qu'Hatshepsut choisit pour son couronnement en l'an 7 du règne de Diotimès, conventionnel, 3, c'est-à-dire Toutmoses III, si vous voulez. Le choix de cette date idéale fut conditionné par le contexte politique particulier. C'est parce qu'elle désirait asseoir son pouvoir en devenant officiellement co-régente qu'elle opta pour une date symbolisant le renouveau bénéfique à l'image de la crue du Nil. Je le redis encore une fois, quand je parle du renouveau bénéfique, sachez que, et sous-entendu donc la crue, sachez que c'est le début, la création, parce que le nouvel an correspond à la création de l'univers. C'est la même chose. Bon. Une partie des inscriptions de Der el-Bahari traitant de ce couronnement fut en fait recopiée à partir de fragments mettant en scène celui d'Amenemhat III, qui est un pharaon de la 12e dynastie, c'est-à-dire mettant en scène le couronnement d'Amenemhat III pour sa corrégence avec son père, soi-disant Sénouséret III, appelé ailleurs Sésostris III. On peut alors penser qu'Hatshepsut s'est également inspiré de la date du 1 Aket 1, c'est-à-dire le premier jour de l'inondation, qui devait être celle de l'intronisation à la corrégence d'Amenemhat III. Certains pensent même que le 1 Aket 1, c'est-à-dire le premier jour de l'inondation, fut utilisé comme date d'intronisation à la corrégence durant toute la 12e dynastie à laquelle appartient notamment Sésostris III, par exemple, et Amenemhat, par exemple. Okay? Cette fête du jour de l'an, qui correspondait à l'intronisation, à la corrégence, ça c'est moi qui le dis,
Cette fête du jour de l'an, qui correspondait à l'intronisation, à la corrégence durant 3 jours, enfin, durait 3 jours et était consacrée à Ré, c'est-à-dire au soleil, puisque le 1 à Ket, c'est-à-dire le premier jour de l'inondation, était regardé comme le jour de la naissance du soleil, ainsi que l'indiquent les papyrus du Caire et de Turin datant de la 19e dynastie, époque ramesside. Grégory Lanners signale que, parallèlement au premier jour de l'an, c'est-à-dire le 1 à Ket 1, une autre date était considérée. Ça, c'est important. Écoutez bien ce que je vais vous dire ici. C'est important. Vous allez comprendre quelque chose de fondamental. Lanners nous dit que, parallèlement au premier Aket 1, c'est-à-dire au premier jour de l'an, premier jour de la saison de l'inondation, une autre date était considérée sur certains aspects comme un autre jour de l'an, un jour de l'an idéal. Il s'agit du premier jour de la saison suivante, c'est-à-dire le 1 Péret 1, autrement dit le premier jour de la saison de la germination. Sa charge symbolique était très forte puisque le 1 Péret 1, c'est-à-dire le premier jour de la saison de germination, correspondait à l'instauration du calendrier, à la réapparition des terres après que la crue s'en soit retirée, ce qui d'une part symbolisait la recréation du monde par la réapparition du théâtre primordial et d'autre part entraînait le début de la germination des récoltes. Donc, si vous avez bien suivi, il existe ici une curiosité sur laquelle je veux porter votre attention. Parce que d'après les relevés égyptologiques recensés notamment ici par Grégory Lanners, il semblerait, je vais dire comme ça de cette façon, que les Égyptiens aient eu 2 jours de l'an. C'est ce que dit en clair le texte que je viens de lire. Il y a le jour de l'an qui correspond au premier jour de la saison de l'inondation et le jour de l'an idéal qui correspond au premier jour de la saison de la germination. Dans les 2 cas, le premier phénomène, c'est bien sûr l'inondation, c'est-à-dire le Nil qui se gonfle de ses eaux. Dans le second cas, c'est l'apparition des récoltes. OK? L'apparition des terres pour les récoltes, etc. Pour les récoltes, voilà, c'est cela. OK? Donc, la germination, en fait, des plantes qui ont été semées. Voilà. Donc, c'est une curiosité qu'il faut résoudre. OK? Il faut comprendre ce qui est en train d'être dit. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Je le dis déjà parce que c'est un référent que vous allez reconnaître. Pourquoi le nouvel an est à la fois perçu ou reçu le 1er janvier et pourquoi il est aussi reçu, disons, au temps de l'inondation, c'est-à-dire en été, c'est-à-dire dans quelques jours maintenant. Okay? Parce que les 2 perspectives sont comprises dans le calendrier égyptien. Sauf qu'aujourd'hui, on focalise davantage sur le 1er janvier parce que c'est de cette façon que les Romains ont voulu porter la chose. On oublie davantage que les Égyptiens avaient aussi un nouvel an en été, celui que nous allons observer, mais en le disant, c'est aussi une manière pour moi de dire qu'il ne faut pas oublier que nous avons aussi un nouvel an en tant que Soudanais, en tant que Kémites, dans le temps de décembre. Il ne faut pas l'oublier. Parce que dans les calendriers égyptiens, il y a les apparences de 2 nouvel an. Mais je vais vous expliquer ce qui se passe en réalité, car c'est la carte sidérale, la carte du ciel qui nous dit exactement ce qui est en train d'être mis ici en perspective. Bon, OK? Bon. C'est donc ce jour, en parlant donc du premier jour de la saison de la germination, c'est donc ce jour que Ramsès II, pour proclamer 6, c'est donc ce jour que choisit Ramsès II pour proclamer 6 des 8 fêtes cèdes dont les dates de proclamation, c'est-à-dire l'envoi d'un dignitaire chargé de l'annoncer à travers le pays, nous sont connues. Les fêtes cèdes, véritables fêtes de renouvellement de la royauté, on peut en être autrement, puisque c'est toujours la régénération de la royauté à travers la régénération de l'univers, c'est-à-dire le commencement de l'univers. Eh bien, les fêtes cèdes, véritables fêtes de renouvellement de la royauté, de régénération du pharaon, s'associent donc parfaitement à la symbolique du premier Péret 1, c'est-à-dire du premier jour de la saison de germination. Quant à Ramsès III, les parois de son temple à Médine-Abou, en Haute-Égypte, présentent 2 dates pour son couronnement. Le 1 Chémou 26, c'est-à-dire le premier jour, enfin, je vais simplifier, le 26e jour de la saison de la sécheresse, si vous voulez, de la moisson, si vous voulez, qui est effectivement la date de cet événement, mais aussi le 1 Péret 1, c'est-à-dire le premier jour de la saison de germination,
qui n'est en fait qu'une date idéalisée, c'est-à-dire la symbolique très forte du jour de l'an idéal. Alors, ce que dit ici la NERS, il apporte donc une précision à ce que j'ai introduit tout à l'heure, c'est-à-dire que même quand le couronnement avait lieu lors d'une date plus ou moins quelconque dans le calendrier, les anciens Égyptiens avaient toujours à cœur de faire coïncider, même symboliquement, le couronnement du nouveau roi avec une date idéalisée, c'est-à-dire le premier jour de la saison de germination. Ceci pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'on ne peut jamais savoir a priori quand le pharaon va décéder. C'est-à-dire le pharaon régnant, on ne peut pas savoir. Et or, c'est quand il décède que, évidemment, le nouveau couronnement est observé. Sauf que on le faisait certainement immédiatement après le décès du pharaon régnant, mais on le refaisait encore une fois de manière tout aussi grandiose lors du jour lors de cette date idéalisée, c'est-à-dire le premier jour de la saison de germination, qui correspond plus ou moins à décembre, janvier. Hein. Voilà, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Okay. Et donc, c'est important d'avoir ces deux perspectives. C'est-à-dire, le couronnement, d'après les textes d'Hatchepsout, peut avoir lieu le premier jour de la saison de l'inondation ou, d'après les textes des Ramessides, le premier jour de la saison de germination, sachant que l'un dans l'autre, eh bien, ce n'est pas tout à fait à la même époque dans l'année, sauf que on va comprendre pourquoi la chose est faite de cette façon. Vous avez ici à l'image donc le nom égyptien des différentes saisons. Ça, c'est simplement pour information. Vous avez donc l'inondation, la germination et la chaleur, c'est-à-dire Aket, Péret et Shemu. C'est ainsi que c'est transitéré. Ce sont des termes conventionnels. Ce ne sont pas des mots qui existent tels quels dans les langues. Nous connaissons ces mots dans les langues. Je vais simplement insister sur ce qui est important aujourd'hui, mais sachez qu'il n'y a pas de mystère de ce point de vue. Mais j'utilise ces formes parce que c'est celles-là que vous rencontrez dans les ouvrages de vulgarisation. On va vous dire Aket, on va vous dire Péret, on va vous dire Shemu, d'accord? Inondation, germination, chaleur. Ce sont les 3 saisons du calendrier égyptien. OK? Bon. Alors, pourquoi je dis tout ceci? Je vais insister sur un élément fondamental que je vais introduire de la manière suivante. La saison de l'inondation qui débute l'année égyptienne comporte 2 temps qu'il convient de distinguer pour plus de clarté. Donc, je dis, la saison de l'inondation, c'est-à-dire l'époque dans laquelle nous sommes en ce moment, la saison de l'inondation qui débute l'année égyptienne comporte 2 temps qu'il convient de distinguer pour plus de clarté. La crue, d'une part, et le débordement, d'autre part. Ce n'est pas la même chose. Bon, pourquoi? Je vais convoquer un auteur qui s'appelle Louis Lebois. Louis Lebois signale que la crue commence à Assouan, c'est-à-dire en Haute-Égypte, environ 5 jours avant le solstice d'été, dans la nuit du 16 au 17 juin, que les Arabes appellent la nuit de la goutte, parce que, d'après la légende, c'est une goutte tombée du ciel qui fait gonfler le fleuve. Cet événement coïncide avec le lever d'Orion, image d'Osiris dans le ciel. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire maintenant? La crue qui débute 5 jours avant le solstice d'été correspond au lever d'Orion, qui est l'image d'Osiris dans le ciel. La crue prend une quinzaine de jours pour s'étendre d'Assouan aux environs de Memphis, qui est une ville proche du Caire, où elle arrive au commencement de juillet. Et c'est alors que le fleuve déborde. Débordement. Événement qui coïncide avec le lever de Sirius, image d'Isis dans le ciel. On dit alors qu'Isis pleure la disparition d'Osiris, que ses larmes sont la cause du débordement du fleuve. Les anciens Égyptiens regardaient Osiris Orion et Isis Sirius comme les régents du commencement de l'année. Donc, ce que, à ce stade, vous devez retenir, c'est que dans le phénomène de l'inondation, il y a 2 temps qu'il faut marquer parce qu'il se passe dans ces 2 temps des événements singuliers
au niveau du ciel. La crue coïncide avec le lever d'Orion. La crue, c'est quoi? C'est le gonflement des eaux et le débordement, c'est-à-dire lorsque les eaux sortent du lit du fleuve, correspond au lever de Sirius, 15 jours plus tard. Okay? Sauf que généralement, on parle davantage du débordement. Ça, je sais que vous le savez. C'est-à-dire que quand on dit que le lever héliaque de Sirius correspond au début de l'année, on focalise davantage sur l'idée de débordement, qui est évidemment liée à l'inondation. Mais on oublie souvent qu'avant, il y a d'abord le lever d'Orion qui correspond à la crue. Et que c'est seulement 15 jours plus tard que le débordement s'observe dans la vallée du Nil, et ce débordement correspond effectivement au lever héliaque de Sirius. Mais on ne doit pas oublier Orion. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. D'accord? Vous allez comprendre. Bon. Si la chose est claire, je poursuis. Ici, vous avez une représentation que vous connaissez sans doute déjà, parce que je l'ai souvent exposée à d'autres occasions. Une représentation de Sirius et d'Orion. Vous avez Sirius qui est ici figuré sous la forme d'une vache, qui est en train de naviguer sur une barque céleste. Et vous avez Orion qui est figuré sous la forme d'un homme, la tête tournée en arrière, la main levée, qui est en train de naviguer. Et l'affrontement des deux barques, c'est-à-dire la rencontre des deux barques, est marqué par un symbole très important. Il s'agit d'une plante réputée être le papyrus, sur laquelle est posé le faucon, c'est-à-dire Horus, coiffé de la double couronne. C'est-à-dire, ici, nous avons une représentation, si vous voulez, de ce qu'on appelle en fait le couronnement. Bon, ce que je vais vous dire, déjà, en partant, c'est que chacun d'entre vous qui êtes ici présent, vous êtes tous, autant que vous êtes, figurés par ce faucon coiffé de la double couronne. Je le dis comme ça, ensuite vous allez comprendre. C'est la raison pour laquelle nous pouvons positivement placer le travail que nous réalisons dans le cadre de l'école des scribes sous la tutelle de la couronne d'Égypte, la double couronne. Parce qu'au-delà d'une couronne matérielle, c'est d'abord un symbole, c'est d'abord une notion. Et vous allez certainement mieux comprendre ce que je dis. Et elle n'a pas disparu parce que la civilisation s'est effondrée. Non, dans les langues, cela persiste. Donc, vous pouvez placer un travail sous la tutelle de cette couronne parce que la couronne, c'est d'abord un symbole avant d'être posé sur la tête d'un roi. Le roi, en soi, n'est que passager. La couronne est perpétuelle. Elle est immortelle. Elle ne disparaît jamais. Donc, ce n'est pas parce que la civilisation a périclité que le symbole aussi a disparu. Non. Je vous le dis parce que cette couronne à elle seule, c'est celle-là qui donne autorité au pharaon. Donc, c'est la couronne qui est importante, ce n'est pas l'individu qui la porte. Bon, j'espère que je suis clair de ce point de vue-là. Donc, ici, vous avez donc cette image, qui est une image qu'on trouve par ailleurs au niveau du planisphère de Dendera. Planisphère de Dendera que nous avons eu la chance d'ailleurs de voir il y a quelques jours à la Bibliothèque nationale de France. Je sais qu'il y en a parmi vous qui étaient avec nous et qui ont pu d'ailleurs faire des photos de ce point de vue. C'est des choses qu'on reconnaît au niveau du planisphère de Dendera. OK? Vous avez Sirius qui est figuré sous la forme d'une vache, vous avez Orion et vous avez cette image qui est en fait Horus. On va dire Horus par commodité, disons, qui est placée sur une plante très importante, vous verrez, papyrus, OK, et qui est coiffée de la double couronne. Horus, c'est le roi. Donc, on parle ici du couronnement. Et c'est l'affrontement, c'est-à-dire la rencontre de ces deux barques qui signifie cela. Vous allez comprendre pourquoi. OK. La première chose que je dis ici, et c'est ce qui fait le lien avec ce que je dis jusqu'ici, c'est que vous devez savoir introduire les nombres lorsque vous avez une représentation. Sinon, ça ne sert à rien de prétendre qu'on connaît quand on est seulement dans la description d'une image qui est certes belle, mais qui cache une réalité ésotérique. Et c'est cette réalité ésotérique qui nous intéresse. Vous savez que le chiffre du féminin, c'est le chiffre 4. Je l'ai dit à suffisance. C'est Isis. Vous devez le savoir. Vous savez que le chiffre 3, c'est le chiffre du masculin. Je l'ai dit à suffisance. C'est Osiris. La somme, c'est-à-dire la rencontre d'Isis et Osiris, c'est-à-dire de 4 et 3, donne 7. C'est Horus que vous avez là. 7, c'est le chiffre de la personne.
4 plus 3, c'est aussi le chiffre du couple. Mais je vais le dire encore mieux tout à l'heure. Mais je le dis déjà de cette façon. C'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure que tout autant que vous êtes tous des Horus. Si j'utilise cette terminologie, d'accord? Mais en fait, c'est Jata. C'est lui, Sunjata, que vous avez sous les yeux ici. C'est de lui qu'il s'agit. Pourquoi on le sait? Parce que ce faucon que vous avez ici se dit Segé. Bon, c'est le chiffre 8, soit dit en passant. Mais il ne faut pas que ça vous trouble. Comme je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle des paradoxes. Je ne veux pas éclairer cet aspect parce que ça m'amènerait ailleurs. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre du renouvellement. Nous sommes ici dans un système de renouvellement puisque les deux astres se rencontrent. Ils vont produire le renouvellement du monde. Voilà pourquoi c'est le couronnement. Donc, 8 est effectivement ici, même si vous ne le voyez pas. C'est pour cette raison, j'insiste, pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des choses que je ne dis pas, et ça va vous apparaître comme un paradoxe, mais ce n'est pas grave, c'est simplement parce que je ne veux pas m'étendre sur plein de choses et ça va vous perdre, en fait. Et ça, je pense que je crains que ce soit le cas. Donc, je préfère me limiter à des choses que j'ai déjà pu dire avant. Bon. Et sachez que c'est le thème de l'idée d'être boiteux. Je le dis aussi en passant, même si je n'insiste pas. Sachez-le, le thème d'être boiteux paralytique dans un nombre conséquent de langue kémite, en swahili, on va dire shege. C'est être cagneux, bancal, boiteux, etc. Voilà pourquoi on sait que c'est Jata qui est là. Et Sogolon, c'est celle-là que vous avez ici, qu'on appelle Isis, hein, par commodité. Et Magan Kenyi, Magan le beau, le père de Sunjata, c'est lui que vous avez ici. Même si ceci reste à établir, on pourra le faire ultérieurement, car ce que je dis là, sachez-le, je ne le dis pas en vain, c'est exactement cela. Mais on va se limiter à des choses que nous avons déjà vues jusqu'ici. Donc, je vais vous dire que nous avons donc ici la reproduction du système du monde, mais d'une autre façon. Hein? Parce que Isis et Osiris, là, ce sont les deux cercles qu'on appelle le même et l'autre. Hein? Je pense que même si ce n'est pas apparent, je le dis pour que vous sachiez que c'est de cela qu'il est question. C'est une représentation ici de l'atome, du système du monde. C'est ça que vous avez ici sous les yeux. Sauf qu'évidemment, c'est simplifié. Mais dès l'instant où vous avez le 4 et puis le 3, et puis vous avez le 7 en perspective, sachez que nous sommes déjà dans la quadrigémelléité et tout ce que cela comprend, parce que le 7 entre aussi dans le système gémellaire. 4 plus 3, d'ailleurs, je vais le dire tout à l'heure, vous allez bien comprendre. Ne soyez pas inquiets, vous allez bien comprendre. C'est pas parce que vous ne voyez pas 8, mais plutôt 7, que vous allez croire que non, c'est un chiffre différent. Non, 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 non. Parce que le dénombrement malinké, bambara, soudanais en général, et même kémite, subsaharien en général, c'est pas comme en français 1, 2, 3, 4. Non, 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 non. Si vous comptez comme ça, vous allez très vite aboutir dans une broussaille, un champ. Vous n'allez rien comprendre de ce qui se passe fondamentalement. Mais, puisque ce sont des aspects que je n'ai pas encore tout à fait éclairés, je m'en tiens à ce que, bon, on peut comprendre. Donc, nous avons ici une reproduction du système du monde. Ça, au moins, c'est clair. Je le dis. 4, c'est le féminin. 3, c'est le masculin. La somme, la rencontre, donne 7, qui est le chiffre de la personne. Et la personne, c'est Sunjata lui-même. Quand il dit « je suis venu en personne », « je suis venu de moi-même », on dit « en personne », ce n'est pas en vain. Yere, ça veut dire « en personne ». Le même, en personne. C'est aussi l'expression de l'unité. Même si vous voyez 7, sachez que c'est une manifestation de l'unité. Parce qu'une personne, c'est 1. Donc, sachez que le dénombrement dans le paradigme soudanais est différent de ce que vous pensez. Parce qu'il y a plusieurs systèmes de numération. On va vous dire que Kémé, c'est 60, Kémé, c'est 80, Kémé, c'est 100. Vous voyez que ce n'est pas la même chose en français. Mais, du point de vue soudanais, c'est la même chose. Ça dépend de quoi on parle. C'est pour ça que je dis qu'il y a des paradoxes. Bon, en tout cas, quand on réfléchit avec le savoir que nous avons jusqu'ici à travers l'école de Jules Ferry, il y a des paradoxes. Mais quand on est dans le bois sacré, le paradoxe disparaît. Parce qu'on comprend mieux. Voilà. Donc, ceci est clair. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ceci en Égypte antique. Vous avez une figure qu'on appelle le triangle rectangle qui a été étudiée par Plutarque. Plutarque nous donne des certitudes de ce point de vue. Plutarque dit ceci, et c'est une curiosité, c'est la raison pour laquelle je mets ceci en question. Ce que vous avez à l'image, c'est un extrait d'une communication que j'ai fait il y a quelques mois sur la scène, je crois, aire de battage, où je parlais d'un ensemble de choses qui se rapportent à la figure d'Horus. Donc, c'est un extrait. Raison pour laquelle, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, je vous renvoie à ces extraits. C'est des communications que j'ai faites il y a plusieurs mois déjà sur la figure d'Horus. Plutarque nous dit que
pour figurer la trinité égyptienne, les Égyptiens représentent le triangle rectangle. C'est ce que vous avez à l'image. Il dit que la base, c'est Isis, qui est de valeur 4. La hauteur, c'est Osiris, qui est valeur 3. Ça, c'est normal, parce que c'est ce que disent les Soudanais. Le mâle et la femelle. 3 pour le mâle, 4 pour le femelle. Et puis, il dit que l'hypoténuse, c'est Horus, qui est valeur 5, et non pas 7. Pourtant, je viens de vous dire que, en fait, la somme, c'est 7. Ça doit être 7. 7 est nécessairement là-dedans. Mais plus tard, il dit que c'est 5. Et il a raison. Je vais vous expliquer pourquoi. Et comment la chose doit être comprise. Parce que c'est ici ce qu'on appelle un paradoxe. C'est aussi une façon pour moi d'illustrer ce qu'on appelle des paradoxes. C'est-à-dire que quand on n'a pas tous les éléments, on voit des contradictions. Pourtant, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est qu'une question de perspective et d'explication. OK? Bon. Explication de cette trinité égyptienne. C'est-à-dire Osiris, Isis et l'enfant Horus. Le père, la mère et l'enfant. Et nous avons tous une père, nous avons tous une mère, nous avons tous un... Donc, on parle de nous, en fait. De la personne. C'est-à-dire de vous. Hein? Sachez-le. Parce que quand on parle du roi, souvent, vous devez savoir qu'en fait, un enfant qui naît, c'est un roi. Il est dans cette perspective-là. Il est dans le renouvellement du monde. Ça, c'est clair. Bon. Plutarque dit que les Égyptiens comparaient la Trinité, Osiris, Isis, Horus, au triangle rectangle. C'est ce qu'il dit dans le traité d'Isis et Osiris. Il dit que, Plutarque dit que les Égyptiens comparaient la Trinité, Osiris, Isis, Horus, au triangle rectangle qui a 4 parties de base, 3 de hauteur, 5 d'hypoténuse. C'est ce que je viens de dire. La base représente Isis, la hauteur Osiris, l'hypoténuse, Horus. Voici le calcul qu'il fait. Et c'est ce que vous devez savoir, c'est cette façon que la Trinité doit être envisagée. On met au carré. 4 au carré égale 16. Okay? 3 au carré égale 9. Je reprends. 4 au carré égale 16. 4 étant le féminin. 3 au carré égale 9. 3 étant le masculin. Soit 16 plus 9. Donc, on fait la somme qui donne 25. C'est-à-dire 5 au carré, qui est la valeur donnée que Plutarque donne à l'hypoténuse. Mais 25, c'est quoi? 25, c'est 2 plus 5 qui est égal à 7. C'est pour ça qu'on sait que c'est le chiffre 7. Est-ce que chacun comprend ce que je dis? Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, vous devez simplement me le dire. Je vais pouvoir avancer là-dessus. Voilà pourquoi Plutarque ne dit pas 5, ne dit pas 7, il dit 5, parce qu'on met au carré quand on calcule. Ça, c'est des règles de toute façon, avec Pythagore, toutes ces choses. Je vous renvoie à vos écoles au CM2. Si vous êtes courageux, vous allez voir tout ça là, parce qu'on met au carré pour comprendre. Mais en fait, quand on atteint 25, c'est 5 au carré. Voilà pourquoi Plutarque dit 5. Mais en fait, 25, c'est quoi? C'est 2 plus 5, c'est égal à 7. Donc, en réalité, c'est 7, même si on dit 5. Et dans le calcul, c'est effectivement 5. OK? Bon, je vois que vous avez compris. C'est parfait. J'espère que vous parlez vraiment pour tout le monde. Parce que quand je vais vous dire ça, maintenant, vous allez savoir pourquoi. Parce que si vous dites à un mathématicien que non, l'hypoténuse, c'est 7, il va vous dire c'est faux. Il va vous dire que c'est faux. Parce qu'il n'a pas la perspective religieuse, spirituelle, il ne sait pas ça. Il ne sait pas qu'en fait, c'est le chiffre de la personne. L'hypoténuse, là, c'est le chiffre de la personne. C'est vous et moi. La somme du père et de la mère. Et c'est le monde organisé. OK? C'est le monde organisé. C'est Horus. Bon. OK. Donc, c'est comme ça qu'on atteint le chiffre 7. Je voulais quand même le dire. Voilà pourquoi, quand on représente Sirius et puis Orion, on connaît les valeurs, évidemment, mais sachez que le roi, c'est le chiffre 7. Même si on dit 5, et on comprend pourquoi on dit 5. Oui? Il fallait que ce soit clair, donc c'est ce que j'ai tenté de clarifier ici. Maintenant, je poursuis avec une note de François Dunant qui nous explique en fait comment, à quoi correspondent les différentes figures d'Isis, d'Horus et d'Osiris. Françoise Dunant nous dit ceci. Isis et Osiris représentent le principe du bien et tout ce qui est bon et beau dans la nature n'existe que par eux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit Magan Keni. Magan Keni signifie Magan le beau, je dois vous le dire. C'est le nom que porte le père de Sundiata. Mais c'est une couche supplémentaire que nous mettrons certainement plus tard à l'occasion. Je ne vais pas insister là-dessus aujourd'hui, mais sachez que quand je dis que Orion, c'est Magan Keni, je sais pourquoi je le dis. Ce n'est pas juste parce que je souhaite, c'est parce que vous devez savoir que Sundiata, Keita, c'est exactement Horus. Bon, je reprends. Et c'est le début d'une nouvelle ère. Voilà pourquoi on commence aussi l'Empire du Mali de cette façon. C'est une manière aussi d'annoncer une nouvelle ère.
Voilà, et un nouveau calendrier. Enfin bref. Ouais. Donc, Isis et Osiris représentent le principe du bien et tout ce qui est bon et beau dans la nature n'existe que par eux. C'est par une même intelligence commune qu'ils régissent ce qui est l'apanage du bien. Le mythe osirien lui-même et l'union d'Isis et Osiris sont interprétés à la fois comme l'imposition de l'ordre à l'univers et l'aspiration de l'âme vers le bien. Cet ordre de l'univers est imposé par les deux cercles concentriques que j'ai décrits depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la croix. C'est le principe fondamental auquel vous devez rattacher l'ordre. Ma'at, c'est la croix. Isis représente en effet la matière, nous dit Françoise Dunant, la substance apte à recevoir l'influence et l'empreinte du premier principe, principe de l'intelligence et du bien qui est Osiris. C'est aussi le sexe viril. La matière parce que 4 c'est Nani, c'est le Nun. Donc la source, la matière première qui sert à la fabrication de l'univers. Voilà pourquoi c'est la femme qui porte le bébé. Parce qu'elle a dans son ventre la matière, Nani, 4. D'accord? C'est-à-dire le Nun. Et Nani, c'est aussi le nom de la maman. D'accord? Bon, ça dit en passant. Le produit de leur union, Horus, est le monde organisé, l'image sensible du monde intelligible. Qu'est-ce que ça veut dire en français simple? L'image sensible, c'est-à-dire la matérialisation, donc ce que vous voyez, du monde intelligible, c'est-à-dire des idées, de la pensée. C'est pour cette raison que j'ai souvent insisté sur le fait que vous ne pouvez pas voir se matérialiser quelque chose que vous n'avez pas conçu. Même quand une femme est enceinte, on dit qu'elle a conçu. D'accord? Même quand une femme est enceinte, on dit d'abord qu'elle a conçu avant que l'enfant n'apparaisse. Parce qu'entre la conception et l'apparition de l'enfant, il peut encore avoir des accidents. D'accord? Donc, c'est bien important de savoir quel est notre paradigme. Il ne faut pas aller comme ça un peu béatement dans les projets des uns et des autres. Des gens qui sont venus vous raconter en Afrique qu'il faut adorer Jésus et puis Mahomet et puis toutes ces choses. C'est bien parce que fondamentalement, on peut le supposer puisque moi, je connais des kémites chrétiens, des kémites musulmans, et je sais très bien qu'ils sont parfaitement équilibrés. Ce sont de bonnes personnes. Je pense qu'en le disant, vous pouvez aussi le constater autour de vous. Mais nous parlons ici de la Renaissance. Donc, ce n'est pas une critique un peu facile que je fais. C'est parce que moi, mon travail appelle à un changement qualitatif dans la trajectoire du monde noir. C'est ça que je recherche. Ce n'est pas critiquer pour critiquer ça. Je pense que vous avez compris, c'est pas c'est pas mon objectif. Mais il faut bien savoir que pour un Arabe être musulman, c'est normal. C'est comme ça qu'il rentre dans l'histoire. Pour un Européen être chrétien, c'est normal. C'est comme ça qu'il rentre dans l'histoire. Rome s'est fait de cette façon-là. C'est normal. Mais pour un kémite, être chrétien ou musulman, c'est un problème. On doit se le dire, c'est la vérité. D'accord? Parce qu'on ne rentre pas dans l'histoire de cette façon-là. Nous, on commence l'histoire avec la mort d'Osiris, qui est notre héros culturel. D'accord? Donc, notre religiosité, elle est dans les Bambara, les Malinké, le Kikongo, etc. Tout ce que vous voulez, bref, dans l'univers subsaharien. C'est ça notre religion. Voilà. Et c'est ce que je tente ici d'éclairer. Mais le point sur lequel moi je veux manifester une forme de clarté, image sensible du monde intelligible. Horus, c'est le monde organisé, c'est l'univers. Donc, on doit d'abord concevoir pour voir se matérialiser quelque chose. Ça veut dire que cela suppose un paradigme, une vision du monde. Et cette vision, nous l'avons. D'accord? 7 est la somme de 3 chiffres du masculin et 4 chiffres du féminin et exprime l'union gémellaire entre la masculinité et la féminité constitutive de la personne. Ça, c'est ce que vous devez également savoir. OK? 7 est aussi dans la description de l'union gémellaire. Parce que en chacun d'entre vous, en chacun d'entre nous, humainement constitués, subsiste une part masculine et une part féminine. D'accord? Sauf qu'elle est dominante ou récessive. Voilà pourquoi nous naissons garçons ou filles. Et voilà pourquoi, pour une nette césure, il y a des rituels, notamment la circoncision, pour ne parler que d'elle. C'est cela. D'accord? 7 est la somme de 3 chiffres du masculin et 4 chiffres du féminin et exprime l'union gémellaire entre la masculinité et la féminité constitutive de la personne. Cette personne, la personne, c'est Horus, c'est Djata, c'est le héros culturel, bref, c'est toutes ces choses qui viennent ensuite dans la description de cette somme. Bon, je poursuis.
Je vais maintenant citer un auteur français qui dit quelque chose d'extraordinaire. Il a étudié les nombres Bambara et voici ce qu'il écrit, il s'appelle Garnier. Okay. Garnier nous dit quoi? Il nous dit « Cela peut paraître curieux, mais personne, à ma connaissance, ne sait comment dire 7 en Bambara. Le premier dictionnaire Bambara venu, ou le moindre gamin de Bamako ou de Ségou, sachant un peu de français, vous dira « Wuronfla », souvent prononcé « Wulongwula ». Mais, en réalité, si ce terme signifie bien 7, son analyse montre qu'il veut dire exactement le deuxième 6. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit parfois, il faut faire attention. Quand on compte en français, c'est simple. Quand on compte en Bambara Malinké, ce n'est pas simple. Parce qu'il y a des paradoxes dans le dénombrement. Voilà pourquoi en égyptien pharaonique, les nombres que vous voyez peuvent correspondre à une autre réalité dans le décompte normal que nous connaissons. Ça, je dois aussi vous le dire. Quand vous voyez écrire, par exemple, le chiffre 8 en égyptien pharaonique, il peut parfaitement être le chiffre 4, le chiffre 3, le chiffre 5 dans le dénombrement que vous connaissez, dans les langues que vous parlez. Il faut vraiment aussi l'intégrer. Ça, c'est un détail que j'apporte simplement pour votre instruction sur cette question. Bon, je reprends. Cela peut paraître curieux, nous dit Garnier, mais personne, à ma connaissance, ne sait comment dire 7 en Bambara. Le premier dictionnaire Bambara venu, ou le moindre gamin de Bamako ou de Ségou, sachant un peu de français, vous dira Wurongfla, souvent prononcé Wulongwula. Mais, en réalité, si ce terme signifie bien 7, son analyse montre qu'il veut dire exactement le deuxième 6. Cela vraisemblablement parce que le chiffre 7, chiffre sacré, ne doit pas être profané par le vulgaire. Voilà ce que nous dit Garnier. J'ajoute, cette remarque de Garnier est juste, car le Bambara dit en effet Wolongfla, Wolongfla, Wolongfula ou Wolongwula pour 7, Wolongfilanan pour 7e et Woro pour 6. Donc, évidemment, c'est Woro qui devient Wolo. On le comprend parce que le R et le L, c'est la même lettre. Ce sont des lettres qui s'interchangent, vous l'aurez compris. OK? Cette règle est générale pour les langues mandées, c'est-à-dire mandingues. En mandinka, par exemple, on va dire Woroula 7 en Kasonké, Worovila 7 en Malinké, Woroula 7 en Djalonké, Worongla 7. Le sens de deuxième 6 que Garnier donne au chiffre 7 du Bambara n'est pas exclusif. Ça, c'est ce que moi je dis. Puisqu'en Bambara, on dit également Wolo, qui signifie quoi? Procréation, accoucher, engendrer, naître, mettre au monde. Et Filanine, qui signifie jumeau, qui vient de Fila, qui signifie deux. C'est bien que Wolon Fila signifie aussi la naissance des jumeaux. Littéralement, une idée conforme à la création de l'univers suivant le paradigme soudanais, création de l'univers qui se fit en 7 jours d'après les textes abrahamiques. Ça, je le rajoute parce que je veux que vous ayez un socle de compréhension. C'est-à-dire que quand on vous dit que le monde a été créé en 7 jours, parce qu'au russe, sa valeur, c'est 7. Le monde organisé. Ça, c'est un détail important. Mais je sais que vous le savez, puisque chrétiens, musulmans le disent. Donc, c'est un socle sur lequel vous pouvez vous appuyer pour bien comprendre ce que je suis en train de dire. Mais je n'étais pas obligé, mais je le dis parce qu'il y a parfois besoin de références pour mieux comprendre. OK? Donc, quand Garnier nous explique en fait que cette Worongfila ou Worongfila signifie le deuxième 6, bon, il lit littéralement, je comprends pourquoi. Parce qu'il voit Woro, 6, Fila, ça veut dire 2. Donc, il lit le deuxième. Mais ce n'est pas ça le sens. Le sens, c'est la naissance des jumeaux. Worongfila, littéralement, mot à mot, c'est la naissance des jumeaux, l'accouchement des jumeaux, la création. Les jumeaux sont dans la description des générations divines. Les dieux primordiaux. D'accord? Incarnés dans l'unité, parce qu'en réalité, ils forment une unité. D'accord? Mais cette unité, bien sûr, en perspective, nous avons le chiffre 7, parce que le chiffre 1 contient tous les nombres, tous les chiffres. D'accord? Ça, vous devez quand même le savoir. Voilà pourquoi ce sont des mutations, en fait, du chiffre 1 qu'on observe quand on compte, en réalité. Mais, bon, est-ce que c'est clair ce que je dis? Si c'est le cas, on va pouvoir procéder. Merci. OK, parfait. Jeanne Cyril, Kesson, c'est clair, parfait, merci. Donc, ça veut dire qu'en réalité, Horus que vous voyez là, qui manifeste l'affrontement des barques d'Isis et Osiris, c'est-à-dire Orion et Sirius, et bien sûr, c'est le chiffre 7, mais c'est aussi un jumeau.
Jumeau de qui? Ça, c'est le grand mystère. Vous allez comprendre, en fait, le jumeau. Le jumeau, c'est d'abord aussi le placenta. Enfin, il y a un ensemble de choses que vous pouvez dire ensuite, mais on comprendra bien que c'est de cela qu'il s'agit. Donc, OK, parfait. Donc, si vous avez compris ça, j'avance. Donc, en Bambara, pour ne citer que le Bambara, on va dire Wolong Fula. Wolong Fula pour signifier 7. Mais mot à mot, je vous ai dit, ça signifie soit le deuxième 6, si vous voulez, soit la naissance du jumeau. Dans l'un dans l'autre, c'est la même chose. OK? Du point de vue étymologique, c'est ça. Et les Bambara le savent très bien. Sauf que le Fula que vous voyez là, c'est ça que vous devez retenir, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui est important. L'autre signifie naissance, l'autre Fula. Mais Fula signifie quoi? Fula signifie 2. En Mandinka, par exemple, on va dire Fula, c'est 2. On dit Fulang, personne du même âge, c'est-à-dire le congénère, la personne de même classe d'âge. On dit Fulanding, le jumeau. En malinké, Fila, c'est 2. C'est la même chose que Fula. Ce n'est qu'une mutation phonétique contextuelle. En Mandinka, on dit Fula. En malinké, on dit Fila, mais c'est le même mot. 2, en malinké, Filan, camarade d'âge. Malinké, Filanen, jumeau, Filaba, père, couple. Bambara, Filan ou Fila, 2, camarade d'âge. En Bambara, Filanine, le jumeau. Djalonké, Firin, 2. En Soussou, Firin, 2. Firin, Firin, 2 à 2. C'est le même mot qui mute. Le Soussou, c'est une langue mandée au même titre que le malinké, etc. Bambara, Mandinka. En Songhai, Ferao, donner des jumeaux. En Kakabe, Feren, jumeaux. Aspect que je n'aborde pas aujourd'hui, mais sachez que le titre même que porte le roi d'Égypte, c'est-à-dire le pharaon, sort ici. D'accord? Ça sort d'ici. Ce que vous avez là, les formes-ci, même si je ne développe pas là-dessus, parce que par exemple, en Mandinka, on dit Farin, pour signifier le maître, le seigneur. Farin. On va dire Farin Kabu, le roi, le maître de Kabu, du royaume de Kabu. Par exemple, en Mandinka, ça c'est clair. Mais comme c'est un aspect que je n'aborde pas ici, mais puisque vous voyez l'image d'Horus et son couronnement dans la description de la limite des cycles que marque d'une part la barque de Sirius et d'autre part la barque d'Orion, eh bien, je dois quand même vous expliquer que Horus, et bien sûr, c'est le pharaon. Ça, je pense que vous le savez. Donc, ça sort ici. Mais il fallait que j'explique le sens du chiffre 7 pour que vous sachiez pourquoi la somme, bien sûr, donne 7. Mais pour dire 7, c'est Wolong Fula. Fula, c'est 2. D'accord? Parce que 7, c'est le chiffre de la personne. 4 plus 3, c'est-à-dire il y a deux entités, si je veux. L'homme et la femme dans 7. Voilà pourquoi c'est les jumeaux. Vous allez comprendre, parce que le principe de gémellité est aussi dans la description même du mariage. J'y viens, mais vous devez déjà avoir ces correspondances. Donc, quand vous voyez 7, sachez que dans 7, il y a 4 et 3. 4, la femme, 3, l'homme. Et ils sont donc dans une relation de type gémellaire, mais constitutive aussi de la personne en tant qu'entité distinguée. Voilà. Bon. Autre chose qui se situe dans la suite de la description que j'ai rappelée tout à l'heure, même si c'est une précision que j'apporte ici. Plutarque nous dit que le Persea, c'est l'avocat, je le dis pour ceux qui ne savent pas, mais Plutarque utilise le terme Persea. Plutarque nous dit que le Persea est une plante consacrée à Isis, c'est ce qu'il dit, et que de toutes les plantes qui croissent en Égypte, le Persea était celle qu'on offrait de préférence à Harpocrate, c'est-à-dire Horus l'enfant. Harpocrate signifie Horus l'enfant, c'est-à-dire Horus, fils d'Isis et Osiris, dans le mois de Messori, c'est-à-dire le temps dans lequel nous sommes, c'est-à-dire au temps du Nouvel An, parce que le mois de Messori, c'est le dernier mois de la saison des Shemou, et le mois qui précède donc le premier Aket, c'est-à-dire le premier jour de l'inondation. Okay? Messori, littéralement, signifie la naissance du soleil, soit dit en passant. Messori, en copte, on dit Messori, mais la graphie égyptienne, translittérée Mesoutra, signifie littéralement la naissance de Ré, c'est-à-dire la naissance du soleil. Bon, comment s'appelle l'avocat et pourquoi Plutarque le dit? C'est qu'il faut connaître effectivement le nom de l'avocat. Ambassa Pia, c'est l'avocatier. Bakaka Pia, avocat. Eton Pia, avocat. Poular Piaï, avocat. Soussou Pia, avocat. Baminkumbit, à l'ouest du Cameroun. Bia, c'est l'avocat. Malinké Pia, avocat. Ngomala, à l'ouest du Cameroun. Pia, c'est avocat. Bakoko Pija, c'est le Y qui devient un J, avocat. Je présente cette série pour vous indiquer que ce soit dans le domaine soudanais comme dans le domaine d'Ibantou, l'avocat porte le même nom. Certains vont penser que c'est un mot qui provient de l'anglais pear pour signifier la poire. Ce n'est pas le cas. La raison que je sais pourquoi ce n'est pas le cas, c'est parce que vous devez comprendre cette note de Plutarque, vous devez la comparer à ce que je dis ensuite. Plutarque dit ça pourquoi? Et pourquoi l'avocat est consacré à Isis et à Harpocrate? Parce que le nom du Persea, c'est-à-dire de l'avocat, est un homophone.
Par exemple, du bakoko, bia, qui signifie naître, venir au monde. En swahili, on dit pia pour signifier nouveau, frais, récent, neuf. Ou pia, restauration, condition première restaurée, remise à neuf, c'est-à-dire le nouvel an. D'accord? Voilà pourquoi, au nouvel an, on offrait en offrande à Horus et à Isis des avocats, parce que l'avocat s'appelle comme le nouvel an. D'accord? Et accessoirement, je vous suggère, lors du nouvel an, d'apprêter de manière tout à fait particulière, et bien évidemment, un plat à base d'avocat, hein, pour célébrer et s'inscrire dans les perspectives de nos ancêtres de ce point de vue, parce qu'au moins, on sait ce qu'on fait à partir de là. En Kikongo, Mpia signifie être sain, fort, frais, vigoureux, sans infirmité, en bonne santé, des notions qui rendent compte du renouveau saisonnier. Hein. Être sain, fort, frais, vigoureux, sans infirmité, en bonne santé, notion qui rendent compte du renouveau saisonnier. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Le Fang va donc dire biais, qui est la même chose que bia, sauf qu'en Fang, on dit biais pour signifier état de nourrice, biais, enfanter, engendrer, produire, pondre, habiller, accouchement, abialer, toujours la même racine, bien sûr, naissance, lieu de naissance, origine, bialer, naître et bibial, placenta du fœtus. Je rappelle qu'en malinké, en bambara, biais, c'est le sexe de la femme. Je le dis en passant parce que vous devez savoir pourquoi l'avocat est donc affecté en offrande précisément à Isis. Parce qu'en passant, on dit mbé, c'est le sexe de la femme. C'est le même mot. Hein. Malinké, bambara, on dit mbié, c'est la même chose. D'accord? Ça, c'est juste en supplément parce qu'il y a un rapport avec Isis, mais c'est davantage aussi, bien entendu, un thème qui se rapporte à la naissance. D'accord? C'est d'ailleurs ce que dit Sangaré ici. Biais, c'est le vagin en bambara malinké, je l'ai dit. Roger dit bia, venir, arriver en pongwe, évidemment. C'est toujours le thème de la naissance. Bia, c'est la chaise de tabouret en baoulé. Bia, c'est aussi une notion qui se rapporte à l'âme en baoulé. Hein, je le dis parce que je le sais, vous devez le savoir. C'est le siège, le trône royal, c'est Bia. C'est le tabouret le tabouret sacré du roi. C'est effectivement le nom qu'il porte. Effectivement. Et si tu observes, pour être plus complet, ce tabouret est lié au Sankofa, c'est-à-dire au retour, au renouvellement. C'est un symbole qui s'y rapporte. Bon, ça, ce sont des détails qu'on trouve notamment au niveau des Adinkra. Je l'ai dit pour ceux qui connaissent un peu de quoi je parle. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Ce sont des détails. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, c'est toujours, évidemment, dans le même sens. Tout part effectivement d'un symbole simple, l'avocat, pour manifester du renouveau. Mais le renouveau saisonnier, à travers les formes que je viens de rappeler, évidemment, ça paraît plus clair. Bon, je poursuis. Voilà, vous devez comprendre que ça ne s'arrête pas là. Et je vais vous expliquer maintenant ce que c'est que le solstice et pourquoi il y a 2 nouvel an en Égypte. OK? Je vais vous expliquer ça. Le Fang à Bialé, naissance, est l'équivalent du Sukuma, Biala, enfanté, langue bantou, du Lunga, Lungwa, Viala, enfanté, langue bantou. En bassa, on dit Gwal. Sachez que c'est la même racine, c'est le même mot qui mute. Pour dire accoucher, Gwalé, placenta, Kishamba, Ngwali, jeune fille, vierge, c'est-à-dire la déesse elle-même. En Swahili, Mwali, mutation phonétique, c'est toujours la même racine, j'espère que vous suivez. Jeune fille, vierge. En Eton, au Cameroun, on va dire Wali, naître, et Wali, la naissance. Sachant que l'Eton et le Fang sont des langues apparentées, parce que ce sont des langues dites bétis, hein, parce que le Fang et l'Eton sont très proches. Ils se comprennent mutuellement. Sauf qu'en Fang, on dit Abialé, en Eton, on dit Ewali, mais c'est le même mot, parce que ce sont les mêmes langues en réalité. Au Cameroun, c'est le cas. Ceux qui sont ici de ces régions le comprendront certainement mieux, mais je le dis peut-être pour ceux qui ne savent pas. OK? Donc, en Eton, on dit Wali, naître, et Wali, naissance, bagirmien. Awal va donc signifier le début, le commencement, le début de l'année, bien sûr. En Swahili, on dit Awali, le commencement, le début. Dangaliat, Awile, avant, en premier, qui est accessoirement l'expression du premier principe. Dès l'instant où vous avez l'idée de premier, sachez que c'est le chiffre 1 de toute façon. Les Arabes empruntent ce mot pour dire Awali, qui signifie premier, fondamental. En Bambara, c'est Wolo. Donc, je reviens. Wolo, accoucher. En Malinké, Wolo, naître. Donc, Wolonfula, etc. Wolonwula pour signifier 7. Je n'y reviendrai pas, mais sachez que c'est inclus là-dedans. Enfant,
Abiale naissance est homophone de abiele qui signifie arrestation, saisie. De biele qui signifie être saisi, arrêté. On dit par exemple, mort à vague biele, c'est-à-dire l'homme a été arrêté. Tout comme en bassa, c'est la même relation. On va dire gual pour dire accoucher et guel pour dire saisir, tenir, attraper, arrêter, freiner, qui donne maguela, arrestation, et nguela, arrestation. Cette homophonie renseigne sur les deux solstices, celui d'été qui correspond au début de la saison de l'inondation et celui d'hiver qui correspond ou qui renvoie à la saison de la germination, car de fait, le mot solstice signifie quoi? Signifie littéralement l'arrestation du soleil, du latin solstitium, qui signifie, enfin, constitué de sol, soleil, et sistere, qui signifie arrêter, retenir. Le solstice donne lieu à l'épisode mythique du piège de Seth. Ça, je complète parce que vous devez savoir que c'est un élément qui entre en perspective aussi dans le piège fabriqué par Seth pour piéger Osiris. Enfin, bref, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Je ne vais pas nécessairement y revenir. Mais sachez que le solstice est dans cette description. Comme il y a deux solstices, il y a deux nouvel an. Écoutez bien ce que je dis. Comme il y a deux solstices, ça veut dire qu'il y a deux renouveaux. Donc, il y a deux nouvel an. Raison pour laquelle le couronnement pouvait avoir lieu en été ou, entre guillemets, en hiver. C'est-à-dire le premier de Péret, le premier d'Aket. À cause des deux solstices. Parce que le solstice, c'est l'arrestation du soleil. Le solstice marque une limite. Hein? C'est l'expression de la limite des cycles. Hein? Vous devez le savoir. Voilà pourquoi les Égyptiens, couramment, pouvaient concevoir le fait qu'il y ait deux nouvelles ans. Sauf que le calendrier grégorien qui succède au calendrier julien va donc s'orienter vers le mois de décembre parce que le phénomène est de cette manière évidemment marqué dans l'univers, dans les régions européennes éventuellement. Quand le calendrier kémite admet les deux dates plus qu'en Égypte antique, eh bien, ils avaient parfaitement conscience que le premier Péret aussi était un temps, même le jour de l'an idéal. On parle ici donc du solstice de décembre. OK? C'est-à-dire les fêtes qui suivent, c'est-à-dire le 25 décembre, etc., le nouvel an qui se joue donc à cette époque. Est-ce que c'est clair ici, s'il vous plaît? Prière simplement de bien le comprendre. Si c'est compris, me l'indiquer, car pour moi, c'est important que vous ayez ceci en perspective, car il faut savoir réintégrer en fait le calendrier tel qu'il a été perçu, conçu par nos ancêtres. OK, parfait. Sana m'a dit que c'est clair, Jeanne-Thierry, Jean. OK, parfait. Donc, c'est l'arrestation du soleil. Pourquoi? Parce que la naissance correspond aussi à une arrestation. C'est-à-dire les mots de la naissance sont les mots de l'arrestation, c'est-à-dire du solstice. OK? Donc, c'est la limite des cycles. La limite des cycles qui, chez la femme, bien sûr, est liée bien évidemment à la lune, raison pour laquelle la lune intervient aussi dans le discours général sur notamment le piège de Seth, le fait de remplir, etc. Enfin, bref, on en a parlé aussi à d'autres occasions, mais vous devez savoir que il y a plusieurs observations qui nourrissent le même récit mythique. Tout n'est qu'une question, il faut juste faire attention, il faut juste être prudent et faire attention parce qu'on veut t'expliquer un phénomène. Il existe un mythe, mais le mythe explique absolument tout. Absolument tout. Bon. C'est d'ailleurs pour cette raison que même dans la Bible, pour ceux qui l'ont lu, il y a cette arrestation de Jésus sur le mont des Oliviers. C'est la même chose. C'est le solstice qui sont en train de marquer de cette façon. L'arrestation de Jésus, ils jouent là-dessus parce qu'ils savent très bien qu'évidemment, il faut évidemment que la chose paraisse de cette façon, car dans les langues subsahariennes elles-mêmes, on avait déjà ceci en perspective. Donc, c'était quelque chose qui était joué dans le théâtre sacré. Le théâtre sacré des sociétés initiatiques soudanaises. Évidemment, ils connaissent cela. OK? Voilà. C'est aussi la raison pour laquelle on arrête le roi quand on veut l'introniser. Tout ceci est logique de ce point de vue-là. On va donc arrêter le roi parce qu'il faut que ce soit joué de cette manière, car c'est toujours un solstice qui est le temps idéal pour le couronnement, pour l'intronisation. Tout cela s'explique aussi du point de vue de la ritualité, car il faut simplement être attentif. Voilà. Donc, je poursuis avec le chiffre 7, Wolongfula, en rappelant maintenant la relation intime que ce chiffre entretient avec la saison de la germination, qui est plutôt liée, évidemment, à, entre guillemets, l'hiver, c'est-à-dire la période du solstice du mois de décembre. OK? Werner Wichil rapproche l'Égyptien. Alors, ce verbe péret,
qui est la forme conventionnelle, je l'ai dit de cette façon, a le sens, vient d'un verbe qui signifie sortir. Et c'est ce verbe que je reprends ici, d'après le dictionnaire étymologique de la langue copte qui a été publié par Werner Wichil en 1983. OK? Donc, il étudie cette graphie et il dit ceci. Il dit premièrement que, évidemment, cette graphie provient du verbe qui est aussi translitéré pere, qui signifie sortir. Et c'est ce que je vais lire maintenant, y compris les formes coptes et les solutions lues au sein des langues kémites, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit quand on parle de cette époque-là, de l'année. Werner Wichil rapproche l'Égyptien pere, sortir, copte, pere, éclore, jaillir, pousser en parlant d'une plante, apparaître en parlant des astres, de l'hébreu para, porter des fruits, être fructueux, prospérer, fertile, naître, augmenter, fructifier, accroître. Parce que Wichil pensait, comme d'autres auteurs, évidemment, que l'égyptien pharaonique est une langue sémitique. Bon, c'est son choix. Évidemment, on sait qu'il se trompe, mais ce n'est pas grave, il était de bonne foi. Il n'a fait que suivre un paradigme dans lequel il avait étudié. Bon. Mais son travail est remarquable, car il a fait un travail remarquable du point de vue de la langue copte. OK? Bon, je reprends. Werner Wichil rapproche l'égyptien pere, qui signifie sortir, et qui correspond au copte. Pere, qui signifie éclore, jaillir, pousser en parlant des plantes, apparaître en parlant des astres, de l'hébreu para, porter des fruits, être fructueux, prospérer, fertile, naître, augmenter, fructifier, accroître, qui prend le sens de fécondité en tant que substantif. Voilà la relation que Wichil établit. Une relation à laquelle le même Wichil joint le gaze fere, pluriel feriat, qui signifie fruit, fleur, fleurir, offrande. Pourquoi? À cause de la germination. Je l'ai dit peut-être pour ceux qui perdent le fil. Je rappelle que c'est le terme de la germination. Voilà pourquoi ce mot a le sens objectif de fleur, de fruit, de fleurir, voire même d'offrande. OK? En gaze notamment. On va dire feria pour signifier fleurir, faria pour signifier fructifier, donner des fruits. OK? Sachez que ce mot-là, même si je ne le dis plus dans la perspective de ferao, du songhai ferao, qui signifie donner des jumeaux, c'est la même chose. Parce que quand une plante s'ouvre, elle produit ce qu'on appelle un cotylédon. C'est ce que vous avez ici à l'image. C'est ce qu'on appelle des cotylédons. En bambara, le cotylédon, c'est Feren. C'est le nom du pharaon d'Égypte. Je le dis parce que vous devez le savoir. Feren signifie aussi le morceau, la part. Car en réalité, on assiste ici à ce qu'on appelle l'explosion des origines. C'est la graine qui s'ouvre. Hein? Bambara Feren, c'est aussi le nom du morceau, le fait de segmenter, de répartir, etc. C'est ce qu'on dit, Feren. Et Feren, c'est le nom du cotylédon, exactement ce que vous avez ici à l'image. Et je l'ai dit, c'est dans la description du même vocabulaire, mais comme je ne veux pas être long et aller à l'essentiel, sachez simplement ici que c'est le nom du pharaon d'Égypte. Mais c'est une parenthèse que je fais, car il y a d'autres éléments que je dois introduire si je veux vraiment vous expliquer ce que c'est qu'un pharaon. OK? Bon. Donc, donner des fruits en béja, on va donc dire phare, fleur, firi, fleurir, pousser, en syriaque, pera. Ce sont les formes usuelles pour dire le pharaon, hein, je vous le dis. Pour dire fruit, en araméen, pera, porter des fruits. En hébreu, peri, fruit. En phénicien, père, le fruit. En aoussa, fourré, fleur. Hein, c'est ce que fait Wichil. Alors, Wichil, et ça c'est moi qui le dis, il oublie, parce que je suppose qu'il a de bonne foi, il oublie de mentionner le bambara ferré, fleur. C'est exactement de la même série. Sauf que puisque lui, il a les yeux tournés vers le monde sémitique, il n'a pas vu que le Soudan dit déjà le mot et que ce n'est qu'un emprunt ensuite qui passe dans les langues sémitiques. Parce qu'en bambara, pour signifier la fleur, c'est ferré. En malinké, c'est la même chose, ferré, fleur. C'est la structure efficace pour lire, soi-disant, l'éclosion, la germination, etc. OK? En Pounou, nous avons donc des variantes. En Pounou, nous avons des variantes, notamment Fula, parce que la structure phonétique est respectée. Le F, bien sûr, c'est toujours le F. Le R va devenir un L, parce que dans les langues subsahariennes, le R et le L sont interchangeables. Et bien sûr, les syllabes peuvent changer, peuvent muter, car les racines sont toujours consonantiques. Voilà pourquoi on sait que le bambara ferré devient Fula, fleurir, en Pounou notamment. Mais Fula, c'est deux. Dans les langues soudanaises, en Mandinka notamment, je viens de le rappeler, d'où Wolong Fula, la naissance des jumeaux. J'espère que c'est clair, que vous arrivez à suivre. Bon, mais je vais poursuivre. Ensuite, je vais revenir s'il y a des difficultés. Je dis, Wichil oublie de mentionner le bambara ferré, fleur, le malinké ferré, fleur, le pounou, Fula, fleurir, le lari, ou le ladi, si vous voulez, le lari, ce qui est du Kikongo, Foulou, fleurir ou fleur, c'est la même chose, hein?
ce sont les mêmes mots. Anteke, fula, c'est fleurir. Ligbo, au Nigeria, ifulu, c'est la floraison, c'est-à-dire la germination. Kibembe, au Congo, fula, on dit kufula, c'est donner des fleurs, fleurir en Kikongo. Fulu, fruit, fleur, fula, fleurir, être dans un état florissant, porter des fruits, s'augmenter, devenir nombreux, qui est homophone en Kikongo de fula, qui signifie ressusciter, faire revivre. Fulu, ressusciter, qui est le terme effectif pour signifier la fin d'un cycle et le renouvellement du monde. C'est toujours le même mot qu'on utilise dans ce contexte. Et c'est le chiffre 2. Fula, Wolon Fula, la naissance des jumeaux, ne l'oubliez pas, parce que tout ceci est lié, en fait. Donc, homophone du Kikongo, Fula, ressusciter, faire revivre, Fulu, ressusciter, le concept revendiqué par la saison de la germination, okay? C'est-à-dire le renouvellement du cycle, en fait. On peut voir que ce vocabulaire s'accorde à l'expression du chiffre 2, je n'ai cessé de le dire, Mandinka, Fula, qu'on trouve dans le Bambara, Wolong Fula, qui signifie 7, littéralement donner des jumeaux. Ce chiffre 7, c'est Horus, ne l'oubliez pas, qui est dans la description de l'ensemble de ce vocabulaire qui conduit à la figure même du roi d'Égypte qu'on appelle le pharaon par commodité. D'accord? Ne l'oubliez pas, c'est la somme de 4 et 3. Je suis ici dans la description, j'allais dire imagée, du système du monde. Car ce que j'ai dit avant se trouve simplement en support, en quelque sorte, à ce que je suis en train de rappeler maintenant, parce que je veux que vous ayez la matérialité aussi des choses, au niveau du calendrier notamment, et des figures éminentes, évidemment, de la civilisation égyptienne. OK? Bon. La rencontre entre Osiris, Orion et Isis, Sirius marque la limite des cycles. Ça, c'est clair. C'est la raison pour laquelle vous avez cette distribution, c'est-à-dire les deux barques qui se rencontrent. Ça veut dire la fin, la limite des cycles et le renouvellement. D'où Segin, 8, qui signifie retourner, revenir. C'est la posture qu'adopte d'ailleurs Orion pour bien le signifier. Il tourne la tête, il salue. D'accord? C'est pour signifier le retour, etc. Segin en bambara, malinké, c'est 8. OK? C'est aussi le nom de cet oiseau qu'on appelle le faucon, l'épervier, etc., le milan. OK? Donc, la rencontre entre Osiris, Orion et Isis, Sirius marque la limite des cycles et le renouveau symbolisé par la plante. Cette plante que vous voyez là, je n'en parlerai pas beaucoup, mais sachez qu'elle est dans la description de l'idée de fleurir, etc. Pourquoi? Parce que son sens objectif en égyptien pharaonique, c'est être vert, reverdir. Donc, dans la description de la germination. Sauf que je ne vais pas aller dans ce détail et je ne veux même pas lire la graphie parce que ça va nous amener encore ailleurs. Je veux rester cohérent par rapport à ce que vous savez déjà. Bon, je reprends. La rencontre entre Osiris, Orion et Isis, Sirius marque la limite des cycles et le renouveau symbolisé par la plante sur laquelle est placé le faucon Horus coiffé de la double couronne qui est appelée Pshent par les égyptologues. Une image que nous rapprochons du symbolisme qui se rattache au couronnement du roi d'Égypte, ordinairement associé au premier jour de la saison de l'inondation. La tige de papyrus est un hiéroglyphe qui représente le renouveau saisonnier. C'est son sens. C'est son sens. La signification de ce signe est connue d'après les graphies suivantes. Ici, je présente donc deux graphies qui reprennent ce signe pour signifier être vert, reverdir. C'est bien important que vous ayez en perspective. C'est la raison pour laquelle les êtres du début sont toujours représentés verts, y compris chez les Dogons. On va vous dire qu'ils étaient verts à cause de cela. Parce que on insiste aussi davantage sur les plantes qui poussent spontanément. Qui viennent d'elles-mêmes, notamment le papyrus et bien d'autres plantes en Afrique subsaharienne, qui ont donc cette charge. Voilà pourquoi cet objet devient un sceptre dans les mains d'Isis. Isis qui est net, dont le nom signifie littéralement « je suis venu de moi-même ». Nyerenana, on en a souvent parlé. Nyerenana, je suis venu de moi-même. C'est parce que les plantes, comme le papyrus, poussent spontanément. Voilà pourquoi elles ont sollicité donc l'intérêt de nos ancêtres de ce point de vue-là. Sauf que je ne vais pas lire cette graphie. C'est effectif, mais je ne vais pas le faire parce que ça va nous mener ailleurs. Je voulais juste vous expliquer le symbolisme qui se rattache à cette plante. Le symbolisme en question, c'est le renouveau saisonnier. Et la rencontre d'Isis et Horus, d'Isis et Osiris, c'est-à-dire de Sirius et Orion, signifie la limite des cycles. Autrement dit, le début de l'année. Voilà pourquoi ils sont appelés les régents du commencement de l'année. OK? Bon, je poursuis maintenant. Dans la suite de ce que vous savez déjà, le mot Fula, que j'ai maintes fois rappelé, et qui signifie deux, notamment en
Mandinka. Donc, le mot Fula du Mandinka, qu'on trouve dans le Bambara Wolong Fula et qui désigne le chiffre 7, est aussi le nom de la fleur. Ça, on vient de le voir. Cette fleur que vous trouvez donc ici, parce que le papyrus, évidemment, c'est une fleur, puisque le scribe prend le soin d'indiquer la floraison. Donc, évidemment, cela est pris en compte puisqu'on sait que c'est le chiffre 7. Donc, cette plante que vous voyez là soutient aussi le mot Wolong Fula, parce que Fula signifie fleurir, notamment en Punu. OK? Fula, fleurir en Lari, Fulu, fleur en Teke, Fula, fleurir en Igbo, et Fulu, floraison en Kikongo, Fulu, fruit, Fula, fleurir. Et se trouve être lié à la figure du forgeron. Maintenant, je vais personnifier le personnage que vous avez là, qu'on appelle Horus. C'est un forgeron. Pourquoi? Parce que le même mot signifie forger. En Chiluba, on dit Fula, c'est forger, qui donne le mot Mfudi, le forgeron. Bemba, Kafula, c'est le forgeron. En Swahili, Mfua, qui est une variante de Fula, qui signifie forgeron. En Shona, Mfura, c'est le verbe forger. D'où Mufuri, le forgeron. Tonga, Kufura, forger. Kivenda, Mufuli, c'est le forgeron. Le forgeron est le héros culturel par excellence, héros civilisateur qui apporte des techniques aux humains. Chez les Dogons, ce rôle est dévolu au nomo septième, à cause du chiffre 7, une figure qui se confond avec celle de la forge. Le nomo septième, nous dit Oscar Fouin, maître de la parole, est un forgeron. Il fut tué par les hommes et sa tête fut enterrée sous une forge. Ça aussi, c'est un élément fondamental. C'est la raison pour laquelle le héros civilisateur est toujours un forgeron, raison pour laquelle le roi lui-même sollicite les éléments de la forge. Pourquoi la forge? À cause des 4 éléments fondamentaux. C'est aussi le lieu de rappeler les origines, évidemment, de la musique, c'est-à-dire de la vibration du verbe et tout ce qui s'ensuit. OK? Je ne vais pas nécessairement y revenir ici. Bon. Donc, voici ce que nous dit Ogotemili. Écoutez ce qu'Ogotemili nous dit à propos du nomo septième. Le nomo septième, disait Ogotemili, comme se parlant à lui-même, c'était sacrifié. Lui seul pouvait le faire. Le septième est le maître des paroles. Il est maître du monde. Il est capable de faire toutes choses. Sans le septième, rien ne pouvait être réorganisé. Le septième pourrait dire, il ne l'a pas dit, mais il pourrait le dire. La chose que je faisais, le travail que je travaillais, la parole que je parlais, c'est Kuma inedegada bebadou, c'est-à-dire ma tête est tombée à cause des hommes pour les sauver. C'est ce qui va produire le sens de la croix incarnée dans cette image originelle qui manifeste du même et de l'autre. D'accord? C'est une croix qui est déjà inscrite dans la matérialisation de ce qu'on appelle l'atome. D'accord? Et c'est en perspective également le chiffre 8, c'est-à-dire le principe du recommencement, du renouvellement. Et la source même de la notion de temps. Ma tête est tombée à cause des hommes pour les sauver. À la suite de cela, j'ai même envie d'ajouter Amen. Mais pas dans le sens que vous croyez, car je sais que c'est le nom d'Ama. D'accord? Car c'est une parole extrêmement forte. Ça, je dois vous le dire. Ça, c'est ce qu'on appelle les paroles de victoire. D'accord? Kuma inedegada bebadou. Ma tête est tombée à cause des hommes pour les sauver. Si ce n'est pas la source qui va produire le personnage biblique de Jésus, je ne sais pas ce qu'on peut me dire à la suite de cela. C'est exactement de cela qu'il s'agit. C'est le nomo septième, le chiffre 7. Parce que le septième, bien sûr, c'est Osiris, le premier pharaon d'Égypte. Je dois quand même le dire, ce n'est pas parce que vous voyez Horus, là, vous allez me dire, non, mais c'est Horus que je vois, ce n'est pas Osiris. Non, n'oubliez pas, Osiris est le premier roi de l'Égypte. Donc, il est le nomo septième. Il s'est sacrifié pour que nous puissions vivre. D'accord? Il ne pouvait que le faire. Il est le seul qui était dans cette description et qui pouvait donc assumer le sacrifice. OK? Je poursuis avec d'autres aspects qui rejoignent cette scène que vous avez donc sur les parois du temple de Dendera. En Zoulou, on va dire Fula, qui signifie cette fois rassembler, ramasser. En Ewondo, on dit Efulan,
qui signifie ressemblance, principe de gémelléité. Sachez que c'est le chiffre 7, Wolong Fula, même si je ne le dis plus. J'espère que vous l'avez déjà entendu. C'est le chiffre 2, Fula. Voilà pourquoi en Ewondo, on va dire Efulan. Efulan, c'est une langue du Cameroun, sud Cameroun, qui signifie ressemblance, union, assemblage. Donc, à la fois ressemblance et assemblage. Hein? C'est ce qu'ils font. Sirius et Orion. Ils se mettent ensemble pour produire le monde organisé, c'est-à-dire Horus. Je dis ceci en commentaire, car c'est quelque chose qui m'avait frappé à l'époque où je le comprenais. Mon propre aïeul maternel, c'est-à-dire l'ancêtre du côté maternel, était maître des cérémonies d'Efulan Meyong. C'est pour vous dire que ça existe. On dit Efulan Meyong, cérémonie qui rassemblait périodiquement les clans apparentés et alliés. Le Fan va dire Fula pour signifier mélanger, réunir, mettre pêle-mêle. On dira par exemple Fulaman Vom Mbore, réunir les choses au même endroit. Mamesema Fula, toutes les choses se réunissent. Mfula, mélanger. Le verbe Fula doit être rapproché du Loma, langue mandingue. Fulu, épouser. Ligbi, Furu, épouser. Bambara, Furu, mariage, qui donne Furu Nyogon, le conjoint. D'accord? C'est ce que vous avez ici représenté. L'homme et la femme et le produit de leur union qui est l'enfant, qu'on appelle donc accessoirement Horus par commodité. L'institution du mariage est déjà inscrite même dans la description de ce qu'on appelle l'atome. Ah, ça, vous devez le savoir. OK? Dans la description de ce qu'on appelle le monde visible, le monde invisible, dans toutes ces choses qui soutiennent en fait toute la religiosité des peuples kémites. Voilà pourquoi le mariage est sacré. D'accord? Est-ce que ce que je dis est clair, s'il vous plaît? Merci de me le signifier. Ça me permet d'avancer pour la conclusion. OK, Sana m'a dit que c'est clair. Donc, c'est le même mot. Hein? Voilà pourquoi c'est le chiffre 2, la dualité. Bien sûr, on est d'accord, c'est le chiffre 2, c'est la dualité. Mais, quand on dit Wulong Fula pour signifier 7, vous voyez que le décompte kémite est un peu plus, sophistiqué. Ce n'est pas aussi évident qu'on pense. Ce n'est pas 1, 2, 3, 4, et puis on croit qu'on est un savant. Non. 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 D'accord? C'est un peu plus compliqué. Voilà pourquoi je dis parfois, en apparence, vous aurez des paradoxes, mais vous devez savoir que quant au fond, quand on vous explique, vous comprenez. Ça, c'est clair. Quand on dit Efulan Meyong, je le dis Meyong veut dire la tribu, l'ethnie, la race. D'accord? Donc, ici se tient ce qu'on appelle la Sanankunya, évidemment, même si je ne le dis pas, parce que vous avez 44, c'est-à-dire 8. Si vous avez 44, c'est à 8, c'est ce qu'on appelle Sematawi. Somante signifie 8. Somante, c'est ça qu'on appelle Sematawi. Somante signifie 8 dans les langues éthiopiques. Somante, c'est 8. D'accord? Donc, je le sais, même si je ne le dis pas, sachez que c'est déjà ça, la Samatawi, c'est dans l'atome. D'accord? Et évidemment, le mariage, il contribue, le mariage est sacré pour ces raisons-là. Mais c'est le chiffre 2, avec tout ce que je viens de rappeler. Bien sûr. OK? Et c'est le mot d'alliance du peuple kémite, bien sûr. Et je vais conclure avec cette parole sainte du Nomo 7e, qui n'est autre qu'Osiris, je pense que vous l'avez compris. Ma tête est tombée à cause des hommes pour les sauver. D'accord? C'est qui c'est? Qui c'est? Il a explosé, bien sûr, pour produire l'univers que nous connaissons, mais chaque sacrifice accompli dans la traditionnalité du monde kémique est un souvenir perpétuel qui se rattache à cette figure qui a donc apporté la civilisation. J'aurais pu dire à Kama, mais on peut l'étendre évidemment pour parler de la civilisation dans le monde tout court, puisque nous savons que la civilisation tient ses origines en Afrique noire. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Et je suis à vous s'il subsiste quelques questions. Merci.